Il manquait une question. Donc il va être la question 6. On suppose que V0, la vitesse en A, est supérieure à la vitesse minimale, ce qui nous permet du coup d'atteindre le point B. Détermine les équations cartésiennes du mouvement après le point B, et on déduit la hauteur maximale atteinte h. Alors, ce qui est important à noter, c'est qu'une fois qu'on a passé le point B, il va juste rester le poids comme réaction, enfin comme force qui va s'appliquer. Ça veut dire que finalement notre problème bascule pour devenir un problème de balistique classique, très classique, puisque vous en entendez parler tout le temps. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Mon exemple sur résoudre un problème de dynamique traitait de la balistique justement. Donc c'est un grand classique et on va revoir ici rapidement comment maîtriser cet exemple. Alors, on veut déterminer les équations cartésiennes du mouvement et pour ça on le sait, il faut qu'on passe par le PFD. Donc, je vous rappelle la méthode. D'abord, on définit le repère. Donc ici, comme on est sur de la balistique, il y a plus, comme on a quitté notre arc de cercle, il n'y a plus aucune raison pour qu'on reste en polaire. Donc, on va passer en coordonnées cartésiennes. Première étape. Deuxième, il faut que on fasse le bilan des forces. Donc ici, c'est simple. La seule force qui s'applique, ça va être le poids P. Ok. Donc, je vais rapidement marquer les étapes. Repère cartésien. Voilà. Ensuite, au niveau des forces, on a juste le poids qui reste. Donc P est égal à moins mg sur le vecteur j. Voilà. Et la troisième étape, on applique le PFD. Voilà. Étape cruciale de notre raisonnement. Donc, ici, comme le repère est cartésien, on peut écrire également que notre accélération, elle va être égale à x point i plus y point j. J'avais oublié de l'écrire, mais c'est important, surtout si vous traitez des problèmes en polaire, en fait, puisqu'on n'a pas toujours... on oublie souvent d'écrire la vraie expression de l'accélération. Donc finalement, en écrivant le PFD, ça nous donne que P est égal à m fois l'accélération. Donc finalement que moins mg j est égal à m facteur de x point i plus y point j. Voilà. Quatrième étape, on projette sur les différents axes, ce qui nous donne que sur le vecteur j, on va avoir y point est égal à moins g, et sur le vecteur i, on va avoir que x point est égal à 0. Dernière étape, on intègre. Donc cette fois-ci, on va juste donner des primitifs par rapport au temps. Comme on a y point qui vaut moins g, et bien sa dérivée première, ça va valoir moins gt plus une constante. Et ça, on avait montré dans la vidéo justement que cette constante, c'était la vitesse initiale, ok. Donc c'est-à-dire la vitesse qu'on a quand on est au point B, ok. Mais attention, on parle de la vitesse en B sur le vecteur J, ok, puisque la vitesse VB va aussi se projeter. En fait, sa composante selon J va valoir VB sinus θ, ok, alors que ici, on va avoir du VB cosinus θ pour I, ok. Donc c'est ce que je marque ici, VB sinus. Et excusez-moi, j'ai dit θ, mais comme on est en B, l'angle va valoir alpha ici. Je vous rappelle que θ égale alpha une fois qu'on est arrivé au point B. Ok. On écrit la même chose ici. X point est égal à VB cosinus alpha. Donc je vous rappelle, à chaque fois, on a écrit les vitesses initiales. Ok. Maintenant, on fait juste une petite pause dans notre intégration. Le problème qu'on va avoir ici, c'est qu'on ne connaît pas VB. Ok. Donc avant de continuer, il va falloir qu'on le détermine, puisqu'il n'est pas donné explicitement dans l'énoncé. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser, comme d'habitude, la conservation de l'énergie mécanique. Ok. Au passage, j'en profite pour rappeler qu'on a le droit d'utiliser la conservation de l'énergie, puisque notre système est conservatif. Les seules forces qui s'appliquaient, c'était le poids et la réaction. Et comme la réaction, enfin comme le poids est une force conservative, c'est une force constante, et que la réaction ne travaille pas, puisqu'elle est toujours normale au support, notre système est conservatif, on peut appliquer le théorème de conservation de l'énergie mécanique. Ok, donc on y va ici. Je vous rappelle qu'on veut VB. Du coup, on va écrire que l'énergie mécanique en un point B est égale à l'énergie mécanique en un point A. Ok. Donc, attendez, je vais juste rappeler rapidement. Là, on cherche à trouver VB. Ok. Trouver VB. Voilà. Donc, l'énergie mécanique au point B. Donc, on sait qu'elle vaut 1 demi mVb carré. Il y a le VB qu'on cherche, c'est bon. Plus l'énergie potentielle en ce point B. Et ça, on sait qu'elle vaut mgr
facteur de 1 moins cos alpha. On avait déterminé dans la vidéo précédente que l'énergie potentielle valait mgr facteur de 1 moins cos θ. Et ici, on a θ qui est égal à alpha puisqu'on est au point B. Et donc ça, c'est égal à l'énergie mécanique. Enfin, comme c'est une constante, on peut dire en particulier que c'est égal à l'énergie mécanique au point A, qui vaut cette fois-ci, on l'a déjà écrit plusieurs fois, 1 demi m v0 carré. Voilà. Une fois qu'on a ça, il nous reste juste à bidouiller pour finalement avoir VB. Donc, je vais diviser par m, je vais multiplier par 2. Voilà. Et finalement, ça nous donne quoi? Ça nous donne que VB carré est égal à V0 carré moins 2. Alors je regarde juste si j'ai pas écrit de bêtises. Moins 2 GR facteur de 1 moins cos alpha. Voilà, c'est bon. Ok, super. Alors, maintenant on peut juste appliquer la racine. Ok, je vérifie juste pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Mais a priori, il n'y en a aucune. C'est bon, super. Une fois qu'on a ça, donc on a VB, et on va pas le remplacer directement parce qu'on voit que c'est assez lourd à écrire. Du coup, on va juste le garder comme ça, pour montrer qu'on a réussi à le trouver. Et puis, on s'en servira, on l'écrira dans l'expression finale. Donc je marque ici, VB est égal à racine de V0 carré moins 2GR facteur de 1 moins cos alpha. Voilà, super. Maintenant, on va pouvoir encore enfin intégrer une dernière fois. Et ça va nous permettre de trouver l'expression de la position en fonction du temps. Donc les équations cartésiennes du mouvement comme il nous le demandait. Je vais laisser ce qu'on avait ici, puisque c'était déjà la vitesse, enfin c'était déjà l'accélération et la vitesse qu'on avait trouvé. On va intégrer encore une fois pour avoir la position. Donc on y va. On a finalement que y c'est égal, on intègre encore une fois ça par rapport au temps, moins gt carré sur 2 plus vb sin alpha. Et là, on sait que vb sinus alpha c'est une constante, donc on multiplie par t. Pourquoi? Parce que vb est une constante et sinus alpha c'est aussi une constante. Ok. Et encore une fois, plus la position initiale. Ok. Donc plus y0. YB, pardon. La position initiale en B. De même, on a que x est égal à VB cosinus alpha plus XB. Voilà. Maintenant, il nous reste juste à trouver les valeurs de ces constantes d'intégration. Donc, quelle est la position initiale et quelle est la position initiale selon y et quelle est la position initiale selon x? Eh bien, c'est ce qu'on voit sur ce schéma. On a que la position initiale ici, comme on a un angle alpha qui est là, enfin comme on a notre origine qui est là, et bien en fait, le y initial, c'est ce qu'on va dire ici, ok, YB, et le XB, c'est ce qu'on dira après sur l'axe vertical. Donc, on a que YB va valoir moins R cosinus, ouais, ça va valoir moins R cosinus alpha. Pourquoi? Puisqu'en fait, on a projeté le vecteur qui est ici, enfin, on va projeter le vecteur OB. C'est ce que je vais écrire plus explicitement ici. On a que OB, c'est égal à... Donc, on va écrire comme ça. R facteur de moins cosinus alpha J plus sinus alpha I. Voilà. Donc là, on a projeté exactement comme les fois d'avant, le vecteur OB. Et donc, on trouve que la composante YB, c'est celle-là. Et la composante XB, ça va être celle-là, ok? Puisque c'est les composantes des positions initiales, ok? YB, c'est ce qu'il y a ici, avec le R ici, et XB, ça va être ce qu'on a ici. Voilà. Donc, c'est ce que je vais marquer ici. YB est égal à moins R cos alpha, et XB est égal à R sinus alpha. Voilà, je ne les ai pas injectés directement ici parce que ça n'avait pas grand intérêt, à part alourdir justement l'écriture. Maintenant, ce qu'on cherche à faire,
ça va être de déterminer quand est-ce que la hauteur est maximale. Alors, quand est-ce que la hauteur est maximale, ça veut dire quand est-ce que y est maximal. Et donc, finalement, le temps pour lequel y est maximum. C'est-à-dire, finalement, le temps pour lequel la dérivée de y, c'est-à-dire y point, est nulle. Ok ? C'est ce que je vais marquer ici. Donc, y de t max, c'est égal à la hauteur h. Ça implique en fait que y point de t max, c'est égal à 0. Voilà. Encore une fois, une question très très classique. On vous demandera souvent de voir quand est-ce qu'on atteint le sommet de la parabole et quel va être ce sommet justement. Donc, on avait écrit que y point, enfin on a y point de t max qui va être égal à moins gt max plus v0 vb sinus alpha. Donc voilà ce qu'on avait écrit pour y point, et là j'ai juste évalué pour t égale t max. Okay, ce qui nous fait finalement que t max, le temps pour lequel on va atteindre la hauteur maximale h, ça va être égal à vb sinus alpha sur g. Voilà, on a bien sinus alpha qui a dimensionné, vb qui est une vitesse donc en mètres par seconde, g qui est une accélération donc en mètres secondes moins 2. Donc finalement on a bien quelque chose qui est homogène à un temps, c'est parfait, on a trouvé le bon truc. En tout cas on a trouvé le bon truc dimensionnellement parlant. Maintenant on va juste l'injecter là-dedans, donc finalement ça vous donne que h est égal à y de t max, ce qui veut dire moins g t max carré sur 2 plus vb sin alpha t max. Voilà. Plus, non, on avait dit moins r sinus, c'était quoi? Moins r cosinus alpha, pardon. Voilà. Donc là, j'ai juste repris l'expression de y qu'on avait trouvée avant, et je l'ai évaluée en t max, ok? T égale t max. Et maintenant, je vais juste remplacer le t max par ce qu'on a trouvé avant, c'est ça qu'on cherchait à faire. Ça nous donne finalement que h est égal à moins gt carré vb carré sinus alpha carré sur g carré, c'est ce qu'on va écrire ici. Et comme on a du moins g sur g carré, ça va juste nous donner du moins 1 sur g. Donc moins vb carré sinus alpha carré sur 2g, puisqu'on avait déjà du sur 2 ici, plus vb, et là on a du vb fois vb, vb carré, sinus alpha fois sinus alpha carré, qu'on divise par g, puisqu'on avait du vb sinus alpha sur g, moins r cos alpha. Voilà. Et finalement, on voit que ce terme-là, c'est exactement la moitié de celui-là, avec un signe moins, ce qui fait qu'on va juste pouvoir réécrire juste ça en mettant un 2 ici. Ok ? En fait, on soustrait ces deux termes-là. Ça va nous donner que du coup, h est égal à, je vais écrire ça en noir, puisque c'est le résultat final, vb carré sinus carré alpha sur 2g moins r cos alpha. Avec vb qui est égal à ce terme-là, et yb qu'on a déjà remplacé ici. Parfait.